Bonsoir Alex. Bonsoir Mounir, bonsoir à toutes et à tous. On va parler immobilier ce soir, on va parler rendement locatif et on va aussi parler de Finari. Donc avant de commencer, on va refaire le point sur ce qui s'est passé ces derniers temps sur Finari. Première nouveauté, c'était la fonctionnalité la plus demandée. Je pense que toi, tu es concerné. C'est ce qu'on appelle le mode famille, c'est de pouvoir suivre son patrimoine à plusieurs. Donc de pouvoir créer différents utilisateurs, mari, la femme, les enfants, les cousins, les amis, si on veut, on fait ce qu'on veut. Et derrière, on peut assigner les actifs, chacun peut voir le patrimoine, chacun peut avoir sa vision, la vision du foyer. On l'a lancé sur app, ça avait vraiment très bien pris. On l'a lancé sur web hier, il me semble, ou avant-hier, donc c'est tout récent. Donc vous pouvez le tester dès à présent sur Finari. Mode famille, évidemment, comme d'habitude, chez Finari, on itère énormément. Je pense que chez Beanstalk, c'est pareil. On lance des choses, mais on sait que c'est pas parfait. On veut s'améliorer. Donc, si vous avez des retours, et je sais que vous êtes nombreux à en avoir, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va vraiment travailler pour rendre ça parfait et pour évidemment encore améliorer la fonctionnalité et la plateforme au sens large. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vous parler de plusieurs sujets. Une des fonctionnalités phares chez Finari, c'est évidemment, ou ce sont les intégrations, c'est les comptes qu'on peut connecter. Et donc, nous, on fait un énorme travail pour vraiment ajouter sans cesse des nouvelles banques. Voilà. Et donc là, tu vois, tout à l'heure, on parlait des UK, on a ajouté beaucoup de banques anglaises, notamment. On a 20 000 banques au global, mais on a ajouté Barclays, on a ajouté aussi des plateformes d'investissement comme Hargreaves Lansdowne, qui est très, très présente au UK, évidemment, HSBC, etc. Donc, tous les grands noms de la place. On a aussi ajouté un petit français qui est d'ailleurs pas très loin d'ici, qui s'appelle Lydia. C'est un gros mastodonte, c'est même une licorne. Grosse boîte. On les salue. Et donc, depuis hier, vous pouvez connecter Lydia et on a déjà des centaines de personnes qui s'étaient connectées alors qu'on n'avait pas communiqué dessus. Donc, il y a vraiment un engouement autour de Lydia. Donc ça, c'est top, c'est dispo sur l'app dès maintenant. On a aussi changé les graphiques pour rendre le dashboard et la partie portfolio beaucoup plus fluide et on est en train de faire des grands réarrangements. Donc, ce que vous voyez là, c'est en cours, en fait. On va continuer d'améliorer le dashboard et le dashboard, d'ici quelques semaines, en fait, vous allez pouvoir le personnaliser à votre guise, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décider ce que vous y affichez. Si vous voulez voir la performance de vos biens immobiliers, pas de souci. Si vous voulez voir les biens de votre femme en crypto, c'est possible aussi. Donc, vous pourrez vraiment le personnaliser et c'est vraiment ça l'idée, c'est que le Finari, finalement, c'est le vôtre, il vous ressemble et donc on vous laisse la main sur ça. Et enfin, on a aussi pris en compte les emprunts dans Predict. Les emprunts, je pense que c'est une notion qui t'est chère, le passif, ou les passifs. Predict, c'est notre simulateur qui permet de planifier ton indépendance financière pour l'instant, mais à terme, il y aura aussi d'autres objectifs. On prenait pas en compte les passifs, ce qui était quand même un petit raccourci. On voulait aller vite. Voilà, maintenant c'est corrigé, c'est fait. Quand vous lancez un Predict, vous avez vos emprunts qui sont pris en compte. Génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va bosser aussi sur des nouvelles choses qu'on va lancer dans les semaines à venir. On va pas tout citer, mais je peux vous parler notamment du crowdlending. Alors, je sais que c'est un sujet qui revient souvent, mais là, on avance vraiment très fortement. On y est presque. On va pouvoir commencer à faire tester à des gens. Les premiers qui testent chez Finari, c'est toujours pareil. C'est les gens de la communauté. Donc, on a mis l'adresse sur le slide. Si vous voulez tester, il y a un sujet qui est dédié au crowdlending. Vous manifestez et derrière, l'équipe reviendra vers vous pour vous faire tester dans la mesure du possible. Et vos retours sont hyper précieux parce que c'est ça qui nous permet derrière d'améliorer les fonctionnalités. On bosse aussi sur des optimisations de Predict et sur des optimisations globales. Je pense qu'une des leçons de la startup, et je suis sûr que tu es d'accord, c'est qu'on a tendance à lancer beaucoup de choses et donc on crée ce qu'on appelle de la dette technique. Chez Finari, on a créé de la dette technique, on est en train de la résorber et surtout on est en train de vraiment solidifier tout le socle technologique qu'on a pour pouvoir derrière scaler. Je te le disais tout à l'heure, on veut aller à l'étranger. On a besoin d'une base très solide. Finari, notre actif principal, au-delà de la communauté évidemment, c'est la tech. Et donc, on fait un énorme chantier. Toute l'entreprise travaille actuellement sur ça pour vraiment repenser de fond en comble nos fondations et vous offrir la meilleure expérience. Et donc ça, comment ça va se traduire? Ça va se traduire par des datas plus fiables, ça va se traduire par des connexions plus fluides, ça va se traduire par moins d'erreurs, moins de bugs, etc. Donc normalement, si tout va bien, vous allez voir les résultats au fur et à mesure. On communiquera aussi dessus. En tout cas, c'est un chantier qui est titanesque et donc on a hâte de vous montrer les résultats. Les sujets de la communauté,
La communauté, c'est un forum, en fait. Ce soir, on ne voit pas malheureusement les membres, mais ils sont là, ils sont présents, ils sont parmi nous. Mais il y a aussi un forum sur lequel on peut discuter. Je sais pas si toi, t'es quelqu'un qui va sur les forums. Je suis souvent sur ton forum. Bah voilà, ça me fait plaisir. C'est vrai que je t'ai déjà vu. Je t'ai déjà vu. Et donc, le forum, les sujets qui ont vraiment plu, il y en a plusieurs. On en a parlé tout à l'heure. Il y a FTX, parce qu'en fait, personne comprend vraiment ce qui s'est passé. C'est quand même lunaire. Enfin, c'est vraiment lunaire. Je pense que pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui sont pas dans la crypto, c'est comme si, la Société Générale faisait faillite, quoi. Et en fait, on se rendait compte qu'ils avaient piqué dans la caisse. Alors, c'est pas le cas, hein, je vous rassure. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, c'est vraiment de cet acabit-là, c'est gigantesque, le plus grand scandale de la crypto. Ça vous a passionné. Et la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas terminé. Donc, c'est un feuilleton. Je pense qu'il y aura des films, il y aura plein de choses dessus, mais en tout cas, ça vous a passionné. Il y a aussi le community call qu'on a fait. On a fait un premier call où on a parlé, on a échangé avec la communauté pour peut-être prendre un temps plus calme. On n'avait pas d'invité. L'invité, c'était la communauté. J'ai traité tous les sujets. Donc, ça a beaucoup plu. Et enfin, on a aussi un sujet qui revient tout le temps. C'est le DCA, Dollar Cost Average. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu fais, si tu investis en bourse. Est-ce que tu investis régulièrement des sommes à intervalles fixes? Non, mais je vois l'intérêt de le faire. Mais c'est pas comme ça c'est pas ma stratégie. Ok, on en parlera tout à l'heure, ta stratégie. Mais en tout cas, ça vous a passionné. Tout ce qu'on produit comme contenu, que ce soit le Finary Talk, le Community Call, mais aussi d'autres choses, ça se retrouve dès demain dans le cadre du Finary Talk sur YouTube, sur notre chaîne. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vais faire comme les YouTubeurs. Faites sonner la cloche. Je ne sais plus exactement ce qu'ils disent, mais c'est quelque chose comme ça. D'ailleurs, vous le verrez sur YouTube. Donc, abonnez-vous, la petite cloche, et allez aussi vous abonner sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme que vous utilisez pour écouter votre podcast. Ils sont dispo. La bonne nouvelle, c'est que je ne sais pas si on parle assez vite, mais vous pouvez les écouter en accéléré quand vous allez au boulot. Et c'est assez marrant parce que le podcast, c'était une idée de Camille qui est à la régie, qui est derrière, que vous ne voyez pas. Et on a lancé ça a pris tout de suite. Donc, c'est vraiment un format qui est génial. Et donc, nos formats sont dispo. Abonnez-vous pour les retrouver en premier. Et enfin, alors là, je vais avoir du mal à lire la donnée, mais ce que vous voyez à l'écran, c'est une data qu'on n'a jamais montrée, et c'est la première fois qu'on la montre. C'est la liste des villes les plus populaires pour faire de l'investissement locatif selon la communauté Finary. Donc là, vraiment, on a regardé ce que nos utilisateurs faisaient. Et donc, la liste les plus populaires, alors je pense qu'il y a des grands noms. Il y a du Paris, il y a du Lyon, il y a du Bordeaux. Il me semble qu'il y a du Rouen aussi. Il y a du Marseille. Donc, on retrouve les grands classiques. Vous pouvez dire dans les commentaires s'il y a des villes qui vous surprennent. Alors, quelle est la liste? J'aimerais bien voir. Je suis curieux. Alors, je te la donne dans l'ordre. Paris, Marseille, Toulouse. Je vais la prendre dans l'ordre. Lyon, Montpellier, Lille, Nice, Bordeaux, Nantes et Rouen. Ouais, c'est logique. Ça te parle? Ouais, c'est logique. Il en manque une. Il en manque une? Ouais, il en manque une. Mais bon, on en parlera plus tard. Ok, on en parlera tout à l'heure. Tu nous la donneras. Et enfin, Finary Plus, on l'a dit dès le début, on a un business model qui est très simple. C'est pas de la vente de données, c'est pas de la vente de leads, c'est pas de la vente de produits financiers, c'est la vente d'un abonnement. Et donc, nous, on veut que vos données vous appartiennent, on veut créer un logiciel, une app qui soit surpuissante. Et pour ça, on a un business model qui se repose sur Finary Plus. Donc, si vous aimez Finary, si Finary vous apporte de la valeur, vous pouvez vous abonner à Finary Plus. On vous fait une offre pour les participants de ce Finary Talk. Donc, avec le code Finary Talk 13, vous avez 20% de réduction sur notre abonnement annuel. Donc, ça, c'est exclusif. On fait jamais de promo, sauf pour les Finary Talk. Donc, profitez-en. Vous pouvez aller sur le site web et utiliser ce code si vous n'êtes pas encore abonné. Génial. Et avec Finary Plus, vous avez notamment l'analyse des frais. Les frais, c'est un poison pour votre épargne, pour reprendre le terme de Yves Chouefati. Vous avez aussi accès à toutes nos fonctionnalités. Vous avez aussi accès au mode famille. Donc, Finary Plus va se développer. On travaille sur d'autres fonctionnalités comme le cash flow qui va être exclusif à Finary Plus. Mais en tout cas, si vous aimez Finary et si vous voulez vraiment tirer parti ou tirer profit de toute notre technologie et de tout ce qu'on fait, abonnez-vous avec le code Finary Talk 13. Génial. Et on va passer au talk. On va passer au talk, Alex, et peut-être qu'on va revenir déjà sur toi, sur qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours?
Alors, les points intéressants, le premier, c'est que je suis très intéressé par tout le monde de l'investissement depuis assez peu de temps finalement, mais que depuis que j'ai mis les mains dedans, je suis passionné. Donc, je raconte rapidement. Moi, j'ai fait HEC. Je suis sorti de là en 2015 et je pensais être un homme de la finance à l'époque. Donc, j'ai fait de l'investment banking, d'abord à Paris puis à Londres. J'ai vite compris que c'était pas fait pour moi. Et j'ai un ami qui est venu me voir, on jouait au foot, hein, on faisait un urban et le gars m'a dit pourquoi tu t'obstines à vouloir rester en finance, pas fait pour toi, viens dans les startups. Et j'ai rejoint Uber, le siège à Londres, et je lançais des villes pour Uber au UK. Donc c'était une expérience très sympa, sauf qu'il y a le Brexit qui a été voté en juin 2016, ça m'a pas plu. J'ai eu envie de rentrer sur le continent, on va dire. Et j'ai rejoint une petite startup qui s'appelle Glovo. À l'époque, c'était une toute petite startup qui était née à Barcelone et qui se lançait tout juste à Paris. Et j'ai lancé leurs opérations en France et la boîte a explosé, pas en France, mais partout ailleurs. Peut-être que c'est de ma faute, on saura jamais. Et j'ai quitté Glovo 3 ans et demi plus tard. Avec à mon actif un petit détail, c'est que j'avais acheté, je crois qu'en partant, c'était 11 appartements. Voilà, donc en 3 ans et demi. Et en fait, à la base de tout Peut-être ça. pour ça que ça n'a pas marché, Glovo. C'est peut-être pour ça, j'avais pas le temps. C'est peut-être complètement ça l'explication. Donc, n'achetez pas 11 apparts si vous avez un job et que vous voulez faire du bon travail, je plaisante. Mais donc voilà, je suis parti avec ça. Et il se trouve qu'une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est parce que j'avais aussi la chance pendant cette expérience chez Glovo de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Emma, qui était la marketing manager de l'équipe, donc qui a fait un super boulot, même si bon, peut-être que c'est aussi à cause d'elle que ça n'a pas marché. Et Emma et moi, on a eu envie de bosser ensemble. On a compris qu'il se passait quelque chose quand on travaillait ensemble. C'était hyper complémentaire, hyper efficace. Et un jour, je lui ai proposé cette idée qui est venue du fait que j'avais tous mes amis qui me demandaient comment j'avais fait pour acheter tous ces apparts. Évidemment, les questions que vous avez aujourd'hui, je les ai entendues, je me les suis posées moi-même. Comment on fait pour trouver 10 crédits ou 11 crédits au début? Ça paraît invraisemblable. Comment on gère un impayé de loyer, des travaux? Comment on trouve un locataire? Comment on fixe un loyer? Toutes ces questions, tout le monde les a toujours eues en fait. En général, on commence à investir, on n'a que 5 à 10% des réponses. C'était mon cas à l'époque, donc moi j'avançais sans me poser de questions et j'ai petit à petit compris. Mais donc, j'arrivais avec une grosse expérience d'investisseur et qui a intéressé pas mal de gens autour de moi. Et j'ai proposé un jour l'idée à Emma. Je lui ai dit, tiens, viens, on s'intéresse à ce sujet-là parce que je vois qu'il y a une vraie demande. Tout le monde veut le faire. Et il y a un chiffre que j'ai vu et j'ai dit, ça y est, c'est parti. C'est qu'il y a 70% des Français qui voulaient investir dans le locatif et il n'y a que 10% qui l'ont déjà fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec les 60% restants? Bah, je vois très bien, en fait. Je les vois, ils sont autour de moi toute la journée, ils me demandent. Et donc, on a lancé Beanstalk, qui est une plateforme d'investissement locatif. Donc, on est un peu comme Se Loger, mais avec 3 grandes différences. La première différence, c'est que vous ne voyez que des projets d'investissement locatif. C'est des apparts, donc vous pouvez vivre dedans, mais c'est pas l'idée. D'ailleurs, je crois que plus de 2 tiers des ventes se font dans une ville dans laquelle l'acheteur n'habite pas. Ouais. Je crois qu'on a un problème aussi, c'est que plus de la moitié des clients ne visitent pas l'appart qu'ils achètent. C'est un autre problème sur lequel on travaille. Parce que c'est quand même sympa, tu vois, de voir l'appart avant. La deuxième grande différence, c'est qu'on va te présenter l'appart non pas comme un appart, mais comme un actif financier. Donc, on va te donner toutes les composantes financières, combien tu peux louer, combien il y a de charges à prendre en compte, de travaux à faire, de comment gérer l'immeuble, le quartier, ta cote-part de copro. Bref. Et la troisième grande différence, c'est que si tu décides d'acheter un des biens qu'il y a sur la plateforme, c'est pas comme Se Loger où il faut que tu appelles un agent, tu fais des visites. On va t'accompagner sur tout le parcours d'investissement. Donc, on va te former, on va te trouver le bon bien, on va t'accompagner chez le notaire, les travaux, la mise en location, la gestion locative, qui est incluse dans le forfait pendant la première année. Donc, ça te coûte rien de passer par nous pour la gestion locative pendant 1 an. Et on te garantit le loyer d'ailleurs pendant cette année-là. Donc voilà, ça c'est le pitch de Beanstalk que j'ai fait à Emma déjà à l'époque. Et en fait, on n'a pas tellement bougé. La demande elle est vraiment là. Et en fait, plus le temps passe, plus ça devient compliqué. Moi, quand j'ai commencé, t'allais voir une banque, tu claquais des doigts, t'avais le crédit. Aujourd'hui, faut faire un striptease. T'avais un monde, il y avait pas d'histoire de BPE, de rénovation énergétique, il y avait pas d'encadrement des loyers. C'était le Far West, mais on s'en rendait pas compte. Ouais. On pensait, moi je trouvais ça déjà assez contraint à l'époque. Ouais. Et plus le temps passe, moins ça l'est. Donc aujourd'hui, il faut vraiment
comprendre que le marché s'est professionnalisé. Les gens qui le font, soit ils sont accompagnés, soit ils ont déjà de l'expérience. Ouais. Et donc, nous, on est venu un peu remplacer cet oncle ou ce papa qui connaît bien le sujet et qui te conseille et qui t'aide à mettre le premier pied dans le secteur, parce qu'il faut dire la vérité, c'est que chaque personne qui le fait, derrière, elle est reconnaissante et elle est contente de l'avoir fait. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, vous avez vendu combien de biens? Là, on est, je crois qu'on vient de dépasser officiellement les 500 en vente effective. Ça fait 2 ans qu'on travaille, donc en offres qui ont été acceptées, qui vont au bout. Donc on est vraiment content. C'était pas du tout prévu à ce rythme-là. Ouais, je pense bien. Mais voilà, on est super excités, et surtout plus le temps passe, plus on développe nous aussi des super features qui permettent aux gens de comprendre ce qu'ils font. En fait, c'est ça la vraie difficulté, c'est que en fond, les gens, ils pourraient le faire sans qu'on leur explique. On pourrait être hyper peu transparent. On pourrait parler en renta brute. On pourrait pas te parler de fiscalité. Il y a plein de choses que les gens n'ont pas besoin de savoir, mais on veut qu'ils le sachent. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée business? Je sais pas, mais on y tient. Et donc, on travaille beaucoup sur cette question de la transparence sur un marché qui, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, je vois dans la même semaine un article de 2 références du marché qui te disent l'inverse. Il y en a un qui vont te dire que ça monte à Paris, l'autre que ça baisse dans la même semaine. Les deux sont fiables. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Maintenant, on essaie de te donner de la donnée qui est intelligente, qui est fiable. Voilà. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as acheté 11 biens, tu as lancé Beanstalk. Ouais. Maintenant, c'est quoi ta stratégie d'investisseur? Alors là, elle est particulière en plus. Donc, ouais, elle est un peu spéciale. Donc moi, il se trouve que j'ai fait un point de. Il faut savoir qu'une question qu'on me pose souvent, c'est mais Alex, si t'en achetais 11 en 3 ans, c'est que t'étais riche. En fait, je vais vous dire exactement, je gagnais 2400 € net par mois et j'avais sur mon compte 30 000 €. D'accord, c'était le point de départ. C'est là que j'ai acheté pour la première fois. J'ai emprunté à l'époque, je me souviens, j'avais acheté 2 petits apparts dans le 17e pour un emprunt total de 320 000 €. Ok. Donc aujourd'hui, il faut savoir, on peut plus emprunter 320 000 avec ce que je gagnais et ce que j'avais. Mais il se trouve que je vivais chez mes parents encore pour pas très longtemps. Je me suis dit, je vais en profiter, j'ai pas de loyer. Et j'ai pris un courtier qui m'a trouvé ce crédit assez facilement. Et c'était quoi les taux à peu près à l'époque? Les taux à l'époque, ils étaient assez élevés par rapport à ce que les gens connaissent. Moi, j'avais emprunté à 1,90. Okay. Alors maintenant, ça paraît bas, mais bon, bref, on est passé par beaucoup plus bas. D'ailleurs, j'ai fait renégocier mes crédits. Et donc, j'ai commencé comme tout le monde, en fait. J'étais vraiment dans cette époque où c'était possible, faut dire la vérité. Mais je me souviens m'être pris 9 non avant d'avoir un oui de la part des banques. Okay. Donc, faut pas s'imaginer que… Déjà à l'époque, il y avait… Aujourd'hui, c'est 35% le taux d'endettement. À l'époque, c'était 37%. Sauf que c'était pas la même règle de calcul. Donc, tu pouvais t'ajuster. Mais quand il m'a prêté 320 000, c'était 320 732 parce qu'il pouvait pas me prêter 1 € de plus. C'était ça à l'époque. Et le gars m'a dit désolé, mais il faudra mettre tes 30 000 d'apport. Donc, moi, j'ai transpiré toute la nuit à me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de sortir, pas sortir? Je sais pas, j'étais perdu. Donc, j'étais comme tout le monde. Tu vois, j'ai pas eu je sais pas, j'avais pas un gros héritage, j'avais pas un gros salaire, j'avais rien de spécial. Et t'avais 30 000 quand même d'apport. J'avais 30 000 d'apport, voilà. C'est ce que j'avais, mais on me les a demandés. Ouais. Tu fais quoi? T'as 30 000 d'apport. Moi, aujourd'hui, je recommande pas du tout de les mettre. Pourtant, je l'ai fait à l'époque, tu vois. Parce que je trouvais ça fou d'imaginer que moi, un mec de 25 ans, 24, j'avais à l'époque, je pouvais être propriétaire à Paris. J'en revenais pas. Le concept, il me paraissait fou. Et quand j'ai vu les travaux terminés et que derrière, j'ai eu mon premier loyer sur mon compte, les frissons. Les frissons. En fait, j'ai tout de suite senti le truc parce que je me suis tout de suite dit, mais attends, là, ça veut dire, en gros, ça me faisait sortir quelque chose comme 70, 80 € par mois. C'était des petits apparts, donc très rentables. Plus tu achètes petit, plus c'est rentable. Il n'y avait pas l'encadrement des loyers à l'époque. C'était des studios? Des studios, ouais. Des tout petits studios. Il y en a un qui faisait 11 mètres carrés, tu vois. Typiquement, pendant 6 mois, t'imaginer qui va louer 11 mètres carrés. Moi, je pensais pas que ça se louait. Donc, quand tu le mets en ligne et que tu as 250 candidatures en 4 jours, tu te dis qu'il y a un truc, t'es passé à côté, quoi. Tu vois, tu te poses vraiment la question. Et en fait, c'est ça le vrai problème de l'IMO, c'est que tant que tu l'as pas fait, tu te fais plein de fables. Et le jour où tu le fais, tu commences à t'exciter tout seul. Tu vois, le jour où, voilà, j'avais mes 2 premiers apparts, je les ai mis en location en 24 heures à des loyers. Moi, je pensais que c'était pas possible. C'était vraiment, ça me paraissait dingue. Et encore, à l'époque, ils étaient bas par rapport à ce que je pense qu'on pouvait faire. Et je me souviens que la question qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille qu'il se passait un truc, c'est quand
Donc j'avais des centaines de candidats, je te dis, je savais plus quoi faire. Des gens super, ils avaient des dossiers incroyables et j'étais là à les trier comme si moi j'avais 24 ans, zéro sur mon compte. Il faut imaginer, hein. La seule chose qui se passait de bien dans ma vie, c'est que Glovo venait de lever en série B et que du coup mon salaire avait augmenté, j'étais à 3000. Tu vois, donc j'étais un gars lambda et je faisais passer des sélections aux gens. Et je me souviens d'une question d'une maman qui m'a dit, vous en avez pas d'autres? Et là je me suis dit, waouh, il m'en faut d'autres. Il faut que je puisse répondre oui à ça. Donc, je me suis dit, la meuf, elle voit un gars de 24 ans, elle pense qu'il a un patrimoine incroyable. Bah, j'étais très déçu de pas en avoir d'autres à lui proposer parce que je les aurais mis en location très vite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre le premier critère d'investissement, qui est mon critère numéro 1 dans la vie quand j'investis. C'est que je veux quelque chose qui se loue. On l'oublie souvent celui-là, hein, parce que moi je les connais, hein, les plans de un tel qui a acheté un super immeuble de rapport à côté d'une fac de médecine, je sais pas où, dans la banlieue de Caen, et qui en fait trouve pas de locataire et qui se pose la question de pourquoi il a acheté ce truc-là, mais trop tard. Parce que sur Excel, sur le papier, les investissements locatifs, ils paraissent toujours plus beaux que ce qu'ils sont vraiment. Hein, ça, maintenant, c'est garanti. Moi, j'ai des histoires de dingue. Je pourrais en parler des heures et des heures. Mais voilà, donc ma stratégie numéro 1, ça a été d'acheter à Paris parce que je croyais beaucoup dans la tension locative et je continue de dire aujourd'hui que c'est le critère numéro 1. Pourquoi Beanstalk garantit les loyers? C'est parce que c'est ce qui m'a empêché de dormir la nuit. Est-ce que les gens, ça les aurait empêchés de dormir la nuit? Je sais pas. Mais moi, je veux pas que les gens dorment pas la nuit. J'ai besoin que ce soit, tu vois, on travaille beaucoup sur le fait que je veux que ce soit serein. Parce que les gens sont contents de le faire, mais il y a beaucoup d'appréhension, ce qui est logique. C'est un gros investissement. Donc. Oui et non, parce que finalement, c'est la banque qui met la plus grosse partie de l'investissement, mais dans ta tête, tu as acheté un truc qui vaut beaucoup, tu t'endettes, et est-ce que ça me bloque pas pour le prochain? Est-ce que le concept d'endettement, il te fait rentrer dans l'âge adulte du jour au lendemain. Là, c'est une blague qu'on fait souvent, mais le jour où tu commences à parler de taux d'emprunt, t'es adulte, il n'y a plus de discussion. Tu peux plus faire croire que t'es un ado, que tu sors en boîte et tout. Non, t'es passé à l'âge d'après. Il faut que tu l'acceptes. Donc, les taux d'emprunt, c'est un vrai sujet. Je suis sûr qu'il y a plein de gens ici qui nous regardent, qui se demandent où ça va les taux d'emprunt. Vous êtes adultes, les amis. Et donc, ça, c'est le critère numéro 1. Le critère numéro 2 que j'ai, c'est tant que je peux emprunter, j'emprunte. Je me pose pas de questions. En fait, j'ai la chance d'avoir un beau-père qui a plein de punchlines comme ça qui m'a mis dans la tête et qui est quelqu'un que j'admire, soyons clairs. Et qui m'a dit une phrase, j'avais 24 ans, hein, donc très jeune, et il m'a dit, on ne s'enrichit qu'en s'endettant. Je dis quoi? On ne s'enrichit qu'en s'endettant. Et en fait, aujourd'hui, je comprends le fameux effet de levier qu'on me montrait en cours de corporate finance à HEC, je comprenais pas. En fait, c'est ça la clé. Donc en fait, j'ai fini par comprendre que tant que tu trouves une banque qui te dit oui pour un projet, tu y vas. Le projet, on s'en fout. Prends le crédit. Ça, c'est la deuxième grosse partie de mon sujet. C'était de vraiment exploiter au maximum. Et j'ai bien fait, puisque aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué à emprunter. Bah, on peut dire que j'en ai profité à l'époque. Je me souviens avoir eu le droit. J'avais une banquière tellement gentille qui un jour m'a dit, bon, on vous fait ces crédits-là, mais il va falloir penser à vous calmer, Alexandre. Genre, la meuf, elle était inquiète pour moi, quoi, tu vois. Elle me prêtait parce que le système il disait pas non, son outil il disait ok, mais il fallait pas me dire ok. En vrai, dans la logique du monde, si tout le monde commence à faire ce que moi je fais, c'est pas bon. Et d'autant que il y a une troisième composante essentielle, et je pense que c'est ça à laquelle tu pensais au début, c'est que moi j'ai fait tous mes calculs et moi je resterai locataire toute ma vie. Voilà, moi je n'achèterai jamais ma résidence principale. En fait, j'ai plein de théories sur le sujet, mais un des points de départ de tout ça, c'est que moi j'aime beaucoup Paris. J'aime beaucoup vivre à Paris. Et malheureusement, j'ai fait mes calculs. Et quand tu vis dans une ville qui n'est pas rentable, on pourra en reparler en détail si ça t'intéresse, mais moins la ville est rentable, plus tu as intérêt à y rester locataire. C'est le principe. Pas rentable, c'est-à-dire que le loyer est trop bas par rapport au prix du mètre carré. Donc, quand tu es dans une ville où le mètre carré il est très faible par rapport au loyer, ça veut dire que tu es dans une ville étudiante où les gens veulent pas vivre. Je veux critiquer aucune ville, mais j'en ai 2 ou 3 qui me sont venus là. Dans ces villes-là, évidemment, on a plutôt intérêt à devenir propriétaire. Tandis qu'à Paris, il vaut mieux rester locataire. Et j'ai fait toute ma théorie là-dessus. Donc, je garde cette option. Moi, je paye un loyer. Donc, demain, si je veux libérer du potentiel d'emprunt, bah, je renonce à ça. J'achète ma résidence principale, mais je le ferai pas. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième grosse brique. Et je vais juste en ajouter une dernière qui, pour moi, est essentielle. C'est que je regarde un critère que personne regarde. Il y a un truc, personne ne le regarde. Tout le monde s'en fout. Alors maintenant, chez Beanstalk, autant te dire que
C'est bien connu et qu'on rigole pas avec ça. Mais moi, c'est mon critère numéro 1 d'investissement. Et je te dis, hein, je pense que tu n'en as jamais entendu. Enfin, je pense que tu t'en fous complètement et les gens vont s'en foutre. C'est la quote-part de la copro. Voilà. C'est le critère pour moi qui détermine s'il faut y aller ou pas. Ok. Tu peux détailler pourquoi? La vie d'un appart, elle va dépendre de tous les aléas que tu n'as pas prévus au début. D'accord? Donc, c'est ça la vie. Tu as ton Excel de départ qui, lui, est un truc complètement mort. Et ton appart, il va vivre. Et ton appart, il va t'apporter des surprises rarement bonnes. C'est rare que d'un coup, on baisse les impôts. C'est rare que ton locataire, il décide de t'envoyer un mois de loyer en plus. C'est assez rare. Par contre, un évier qui se casse ou, plus grave, un ravalement de façade ou je sais pas, une nouvelle loi sur la rénovation énergétique qui fait que tu dois changer toutes tes fenêtres, ton ballon d'eau chaude, tout ça. En fait, moi, je me suis dit, mais attends, en fait, la clé, c'est que quand il y a un ravalement de façade, je serais même pas au courant. Et c'est ce qui m'est arrivé avec mon fameux 11 mètres carrés dont je vous parlais. Le 11 mètres carrés, un jour, je vais faire visiter l'appart et je découvre que l'immeuble a été ravalé. Je me dis, tiens, c'est marrant qu'on m'ait pas prévenu quand même. C'est fou, je passe entre les mailles de filet, ils m'ont pas vu. En fait, ils m'avaient vu. J'avais payé. Ça m'avait coûté 400 € sur 4 ans. Je les avais pas vus, en fait. Je les avais littéralement pas vus sortir. Donc ça, c'était... c'est un des gros points clés. Pareil, la surface. Si tu suis mon raisonnement, en fait, moi, ce que je veux, c'est que quand il y a une galère, elle me coûte le moins cher possible. Ouais. Donc, j'achète un 11 mètres carrés. Demain, ils me disent qu'il faut changer les fenêtres. J'ai une fenêtre à changer. Tu as acheté au même prix à Marseille un 60 mètres carrés. Ils te disent de changer les fenêtres. Tu en as 5 à changer. Toi, ton investissement initial, c'était le même. Hein. Ouais, tu as mis 200 000 dans les deux cas. Donc, moi, je sais que ce qui fait mal, c'est toutes les mauvaises surprises que tu vas avoir. Donc, moins et t'en as eu plein. Et j'en ai eu, mais tu peux pas imaginer. J'ai des anecdotes géniales. Là, je reviens hier, j'ai eu une AG incroyable. Il y a un mec dans la copro qui casse tout. Un gars, il casse tout. Il paye plus son loyer depuis 2 ans, il casse tout. Il arrache les câbles de la fibre. Il a enlevé la porte de la copro. T'as des trucs comme ça que tu découvres et tu te dis, mais ça, je connaissais pas ce scénario. Et toi, t'es là, tu découvres qu'en fait, le vandalisme, c'est pris en charge par l'assurance de l'immeuble. Donc, ok, ça va. Alors que toi, t'as paniqué au début, tu vois. Ouais. Après, tu te dis, mais attends, mon locataire, je vais pas le mettre là-dedans. Imagine le mec qui devient fou et tape mon locataire. Donc, comment tu protèges ton locataire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu mets un double verrou, une double serrure? Tu te poses des questions que tu connaissais pas. Ouais. Moi, je sais pas. Je suis un mec comme tout le monde. Hein. Je sais rien moi, au ballon d'eau chaude. Quand le ballon d'eau chaude, il se casse, t'appelles un gars, il te dit que ça coûte 600 €. Qu'est-ce que tu en sais si ça coûte vraiment 600 €? Tu vois, donc petit à petit, tu te fais ton expérience. Mais ce que je sais, c'est que plus tu achètes petit, et plus tu es petit dans la copro, moins tes mauvaises surprises te coûteront cher. Ouais, voilà. Ouais, c'est une bonne façon de le voir. Et du coup, donc t'as tes biens. Comment tu structures ça? Est-ce que tu as une holding? Est-ce que tu as une grande structure derrière? Bonne question. Alors, il faut savoir qu'au début, quand tu investis, moi, j'avais pas de Beanstalk au début quand j'ai commencé. J'étais tout seul à réfléchir à tout ça. J'ai acheté en nom propre sans réfléchir. Aujourd'hui, j'investis uniquement en nom propre, en y réfléchissant. Ok. Alors, il y a 2 façons principales d'investir. Il y a les sociétés, donc en personne morale, et il y a en nom propre. Donc toi, tu es ta personne physique, t'achètes. Il y a des cadres dans lesquels je vais recommander plutôt l'un que l'autre. Mais moi, il se trouve que dans ma vie, c'était plus cohérent d'acheter tout le temps en nom propre. Donc on pourrait longuement en parler. Je pense qu'il y a autant de cas que de personnes, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des chances que la fiscalité te soit défavorable si tu as investi en SCI, par exemple. Donc, si tu n'es que sur l'angle financier, il vaut probablement mieux, dans la plupart des cas. Il y a des astérisques de partout dans tout ce que je dis. Hein, sûr, ouais. Dans la plupart des cas, il vaut mieux, en tout cas, quand tu investis pour la première fois, c'est évident qu'il vaut mieux investir en nom propre. Mais si pour cet investissement, tu tiens à le faire avec un pote, soit parce que tu as envie, ce que je recommande pas forcément, mais why not? Soit parce que ça t'arrange, parce qu'à vous deux, vous avez une meilleure capacité d'emprunt, et donc, bref, à ce moment-là, impératif de pas le faire en nom propre. T'investis à plusieurs, c'est crucial de pas le faire en nom propre, de le faire avec une SCI. Il y a un véhicule qui permet de sortir les parts facilement. Pour se protéger, ouais. Pour se protéger, parce que demain, tu sais, l'indivision, c'est très dangereux. Ouais. Mais regarde, moi aujourd'hui, je suis marié, je suis en communauté de biens. Donc moi, j'ai pas le sujet de la séparation de biens. Si tu as le sujet de la séparation de biens, se posera toujours la question de qui détient quoi dans le bien.
Moi, quand j'achète en nom propre, c'est 50-50 de base. Donc, on ne se pose pas la question. Donc, comme je te le montre là, il y a plein de petits critères. Est-ce que tu es marié? Sous quel régime? Quelle est ta perspective d'investissement? Pourquoi tu le ferais à plusieurs? Mais globalement, moi, j'ai fait mes calculs et systématiquement, ce qui sort, c'est achète en nom propre. Donc, bon, encore une fois, je sais pas jusqu'où je dois aller dans le détail. Tu m'arrêtes, tu me poses toutes les questions que tu veux. Je suis sûr qu'il y en aura plein des questions. Un des gros sujets qui se cache derrière ce sujet-là, c'est le statut. Il faut savoir que je n'investis qu'en meublé. Ouais. Très important. Bien sûr. C'est très important de savoir ça sur moi, c'est-à-dire que je vais probablement être insuffisant pour répondre aux questions sur la location de commerce, de bureau. Moi, je fais du résidentiel meublé. Donc, je connais pas mal de choses là-dessus, mais ça se limite c'est quand même assez limitant. C'est pour ça que je suis pas expert en investissement immo, je suis expert en investissement meublé. Et dans le meublé, qui est devenu quand même la grosse manne financière de l'État français, faut le dire, il y a des milliards d'atouts, mais il y a un match qui se fait. Il y a une espèce de combat entre le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, et loueur meublé professionnel, LMP. Et il se trouve que je vais arriver à un stade là bientôt où c'est la cata, maintenant que j'ai 15 biens, où je vais avoir l'obligation de passer LMP. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis devenu expert du sujet, parce que je peux plus faire semblant, c'est plus un sujet lointain. En fait, on devient LMP à 2 conditions. La première, c'est que tes revenus locatifs dépassent 23 000 euros annuels, et la deuxième, c'est que tes revenus locatifs dépassent tes autres revenus du foyer. Donc là, moi, j'y arrive, à vitesse grand V. Donc maintenant, au total, j'ai emprunté 2,4 millions et j'ai 15 appartements, dont 13 en Île-de-France et 2 à Marseille. J'ai surfé sur la vague Marseille. Je ne sais pas du tout si je la recommande ou pas. Moi, j'ai surfé dessus. Et donc, je vais arriver au stade où je vais passer LMP, parce que mes revenus par ailleurs suffisent plus à compenser. Et je découvre en ce moment que il y a vraiment match, quoi. Ça peut être super intéressant. Tu vois, ce que je te disais juste avant, on en parlait. C'est pas mal comme... ouais, voilà. vas-y. C'est pas mal. C'est que si tu investis en LMP, donc le très très gros défaut du LMP, c'est que si par malheur tu fais du résultat net, tu te fais éclater. D'accord? Là, on parle vraiment, tu prends versus la LMNP, tu prends 30 points d'impôt en plus. D'accord? Donc vraiment, c'est rédhibitoire. L'idée derrière, c'est que c'est censé être ton activité principale. Donc tu cotises à plein de choses. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui vraiment font ça pour leur retraite, tu vois, le chômage et tout. Donc, et un des défauts aussi, c'est que même si tu es en résultat net négatif, tu vas devoir payer un forfait. Je crois que c'est 1 100 euros annuels. Donc voilà, ça c'est quand même ça, un c'est problème. perdu, quoi qu'il arrive. C'est perdu, quoi qu'il arrive, si tu es en LMP. Maintenant, il y a des choses qui viennent compenser ça. Si tu es en LMP, par exemple, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles tu payes pas d'impôt sur la plus-value. Genre, Okay. Et c'est assez simple d'y accéder. Il faut avoir fait ça depuis 5 ans et que tes revenus locatifs sont inférieurs à 90 000 euros sur les 2 dernières années. Tu as des gros avantages aussi. Tu bénéficies tout autant de l'amortissement. Alors là, j'utilise plein de concepts. Je trouve que je vais trop vite en fait. Mais le gros atout dont je voulais parler tout à l'heure, parce que l'amortissement, je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle. Donc après, je vais parler LMNP. Il faut que les gens le sachent. Je vois que tu avais plein de questions. Je parle trop. Juste là-dessus. Vas-y. C'est que comme c'est l'objet de ton travail, puisque ça devient ta résidence, ton activité principale quand tu es LMP, l'actif immobilier n'est plus un actif immobilier aux yeux de l'État, ça devient un actif de travail, et donc tu peux le soustraire à l'IFI. Il n'est plus inclus dans l'enveloppe d'IFI. Impôt sur la fortune. Impôt sur la fortune. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent à placer. Donc moi, c'est pas mon cas. Aujourd'hui, en patrimoine net, j'en suis très loin. Mais quand tu es en patrimoine net au-dessus de 1,2 million, je crois, là, ça commence à devenir vraiment intéressant de savoir que tu ne paieras pas cet impôt. Donc, tes 1 000 euros, ils sont vite rentabilisés. C'est clair. Voilà. Donc, tout est dans la nuance, comme d'hab. Exactement. Tout est dans la nuance. J'ai 2 questions pour toi. Ouais. Donc là, tu as tes 15 biens. Ouais. Aujourd'hui, le marché, il a complètement changé. C'est quoi aujourd'hui ta strat et c'est quoi ton analyse aussi de, tu vois, la situation sur les taux, le marché qui ralentit fortement? Alors, je trouve pas que le marché il ait changé sur l'investissement. Fondamentalement, on a toujours les biens qui se vendent. Ouais. C'est juste qu'au lieu d'avoir 10 acheteurs pour un bien, tu vas en avoir 2. Mais ça suffit. C'est comme ce que je disais à l'époque, quand tu as 250 candidats pour ta location, c'est que tu n'es probablement pas au bon prix.
Parce qu'il suffit d'un. Imagine que tu trouves le prix auquel, j'ai un ami qui fait ça, hein, qui teste tous les loyers, il retire l'annonce, il remet plus cher, jusqu'à trouver le prix auquel il y a qu'un seul candidat. Donc voilà, c'est bien d'avoir 250, mais ça sert à rien financièrement. Là, c'est un peu pareil. Les gens, ils vendent leurs biens, mais il y a une espèce de, tu vois, typiquement là, on voit que Paris reprend un peu de couleur parce que les gens veulent à nouveau quelque chose qui les rassure. Mais ça, c'est un effet, c'est-à-dire qu'on est passé de 2 acheteurs à 3 acheteurs. On n'est pas revenu à 10 ou 15 qui se jettent sur le bien. Donc ça, c'est une réalité, mais du point de vue du vendeur, il y a toujours autant de liquidité, de notre point de vue en tout cas, sur les petits biens, les biens d'investissement. Ok. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour la résidence principale, il faut être tout à fait honnête, le problème actuel des taux qui augmentent, on a quand même pris, moi je vois des taux à 2,8 sur 25 ans. L'année dernière, il y a un an tout juste, j'ai envoyé à 1%. Là, on parle quand même d'une augmentation considérable de ta mensualité qui n'est pas déductible à aucun moment. C'est-à-dire que juste c'est de l'argent que tu perds. Sur du locatif, c'est déductible de tes revenus. Donc, tu te prends que la moitié d'une certaine façon de l'augmentation dans la tête. Ça, c'est pas mal. Moi, ça me rassure en tout cas. Tu vois, quand tu payes un peu plus cher, mais finalement, tu n'as pas autant subi l'augmentation. Et je pense très franchement qu'on va arriver au taux à 4% dans un an, faut être honnête. C'est ma vision de marché parce qu'aujourd'hui, une banque, elle perd de l'argent sur tous les crédits qu'elle fait. Ouais. Donc, heureusement, finalement, qu'on a le taux d'usure qui vient bloquer pour que les banques, elles continuent d'alimenter un peu la combien machine. sinon, tu penses Ah bah là aujourd'hui, je crois que l'OAT est à 2,60. Ça a un peu baissé depuis un mois. À 2,60, part du principe qu'il faut qu'elle fasse au moins 2 points. Donc voilà, normalement, en théorie, elle devrait être à 5,60. Pardon, 4,60, tu vois. Donc, t'es à 4,60 aujourd'hui, ton investissement, c'est plus du tout le même. Ouais. Je peux te dire que ton taux, il fait mal. Hein. Ouais. Voilà. Ok, voilà. trop bien. Donc, et est-ce qu'il y a des villes que tu regardes particulièrement? Tu as parlé de... Ouais. Donc toi, tu fais plutôt du patrimonial à Paris. Parce que est-ce que tu es cash flow positif sur ces Alors, je suis pas loin de cash flow neutre. Neutre, ok. Mais c'est pas du tout mon critère, moi. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout ça. Comme je te le disais tout à l'heure, moi, je crois beaucoup dans la fiabilité de mon BP. Okay. Donc, ce que les gens appellent le patrimonial, moi, je le transforme en fiabilité de BP. Tu vois, l'Excel que tu te fais au début. Ouais. Est-ce qu'il va tenir sur 20 ans? C'est ça, moi, que j'appelle le patrimonial. Moi, je cherche ça. Je fais pas d'investissement où je peux du jour au lendemain pas avoir de locataire, avoir un ravalement qui me coûte 20 000 euros alors que j'ai payé le bien 60 000. Tu vois, des choses comme ça qu'on voit assez régulièrement, des travaux de rénovation énergétique qui étaient sous-pricés et il faut rajouter 10 000 alors que tu as payé le bien 50 000. Enfin, ça, on en voit dans toutes les villes de France. Donc moi, quand j'ai acheté à Marseille, j'ai l'impression d'avoir acheté du patrimonial parce que j'ai acheté un bien, je maîtrise le loyer que je peux y mettre, je sais comment est gérée la copro, je sais à peu près comment ça avance. Je fais aucune différence entre cet achat à Marseille ou l'achat que j'ai pu faire à Paris. Ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, Marseille a un peu le vent en poupe plus que les autres villes. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que il y a eu des effets de rattrapage. Donc, Paris a eu de 2010 à 2020, c'était la folie. De même que Lyon a commencé à partir de 2014 à exploser. Bordeaux, explosion. Il y a des villes qui ont rattrapé, en fait, qui ont été tirées par la locomotive parisienne. Marseille est resté sur le côté. Donc là, c'est juste, il y a un effet de rattrapage. Donc, Marseille va probablement atteindre des niveaux comparables à ce qu'on peut voir dans d'autres grandes villes de France. Mais c'est quand même une ville qui est beaucoup plus pauvre que Lyon ou Bordeaux. C'est une ville dans laquelle, si ça augmente trop, ils vont te mettre en encadrement des loyers. Donc, faut y aller doucement. Faut toujours être nuancé. Je pense que c'est bien de diversifier, mais la clé du sujet de l'investissement locatif, c'est pas la ville dans laquelle tu investis, c'est pas la lumière de ton appart. La clé, c'est l'ALMNP, qui est le système fiscal le plus optimisé du monde. J'ai regardé tous les marchés. Je te jure, je me suis cassé la tête. J'ai jamais vu un truc comparable. C'est incroyable. Parce que les gens parlent beaucoup de défiscalisation en France, donc le Pinel, tout ça, qui est, de mon point de vue, un mauvais rendement. Mais ils parlent assez peu souvent de revenus non fiscalisés, ce qui est le cas ici. On a des revenus non fiscalisés. Il faut imaginer, pendant 15-16 ans, tu payes pas d'impôt sur ta LMNP. C'est fou. Normalement, nos parents, quand ils faisaient de l'investissement, enfin, je sais pas quel âge ont les gens qui nous regardent, mais à l'époque, tu gagnais 100 euros, tu donnais 30 euros pour les charges et les trucs inutiles, et derrière, sur ce qui te restait, tu donnais la moitié aux impôts. Là, non, tu gardes cette moitié. Donc ça, c'est la LMNP. 2, on se fait financer à crédit avec des longues durées, des taux qui sont très bas par rapport au reste du monde, des taux fixes, l'intégralité du montant du bien. C'est-à-dire que le Français, quand tu lui dis que tu vas lui financer que 95% du prix du bien, il se vexe.
Alors que l'américain, tu lui donnes 80%, il saute en l'air. L'anglais, tu lui donnes 70%, il saute en l'air. Le français se vexe à 95%. Alors qu'en vrai, on sait très bien qu'on peut même obtenir du 110, du 120, du 130% assez facilement. Et même si les taux d'apport augmentent, ils sont infiniment plus faibles que ce qu'on voit ailleurs. Donc ça, c'est la deuxième clé. Et la troisième clé, mais ça, c'est plus un KPI que je donne, c'est d'investir sur un bien qui tient son Excel. Voilà. Ton petit Excel que tu t'es fait dans ton lit, tu étais très fier de toi, assure-toi qu'il va tenir sur 20 ans. Et quand tu vas te faire ton expérience, tu vas te rendre compte qu'a priori, ton premier appart, ça ne tiendra pas. Petit à petit, tu vas apprendre. Voilà. Donc, je pourrais ajouter un dernier point d'ailleurs auquel je pense que je trouve hyper intéressant. Quand on investit, en général, depuis longtemps, on regarde. Moi, j'entendais toujours parler de renta. Tu vois, c'est quoi ta renta? En fait, la renta, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est inutile de savoir que tu fais rendement brut, rendement net, tout ça. Tout ça sert à rien. En fait, ça, c'est une rentabilité locative qui suppose, si tu poses la question, que tu vas payer cash. Si tu me payes cash 100 000 euros et un bien qui te rapporte du 5% annuel, oui, tu vas toucher tes 5 000 euros annuels. Là, on est bon. Sauf que personne n'achète cash. Je crois que j'avais vu une stat, je crois que c'est 2% des transactions. Donc, ne parlons plus de rendement locatif. Ce qui compte, c'est combien d'argent tu mets de ta poche et combien t'en sors. D'accord? Donc, en gros, moi, ce que je dis souvent aux gens à l'époque où je parlais beaucoup avec les clients, je leur disais, t'achètes un bien qui vaut 200 000 aujourd'hui. La banque, elle te demande de mettre 20 000. Donc, toi, t'as sorti 20 000 de ta poche. On retient ce chiffre. Derrière, ce bien, il va te rapporter, je dis n'importe quoi, 900 euros par mois net. On simplifie. Net. Et il va te coûter net 1000 euros par mois. Donc, toi, tu sors de ton épargne 100 euros par mois. 100 euros sur 20 ans, ça fait 24 000 euros. Donc, tu as sorti 20 000, tu vas sortir progressivement 24 000. On va faire comme si on n'avait pas besoin de discounter ses cash flows parce que tu devrais tout discounter, ce qui serait un enfer. Tu as sorti 24 000, tu as sorti 20 000. On va mettre que tu as eu des galères, des ravalements, des choses, des fenêtres à changer. Tu as sorti 6 000 de plus. Donc, toi, tu as sorti 50 000 euros de ta poche sur 20 ans. Au bout de 20 ans, tu as fini de rembourser ton crédit. Tu as un bien qui vaut, mettons, 200 000 euros. Tu vois, je m'embête pas à savoir les frais de notaire, tout ça. On va dire 200 000 euros. Tu as mis 50, tu as un bien qui vaut 200. Trouve-moi un actif qui te fait... Ça correspond à 7,5 de rendement annuel. Le TRI. C'est le TRI. Ça, tu as fait 7,5 sur tes 50 000. Si tu l'avais mis sur ton livret A, tu aurais peut-être 70 000. Parce qu'il vient d'augmenter, hein. Attention, maintenant on a du beau taux sur le livret A. Si tu avais mis en bourse, j'en sais rien. Si tu avais mis en bourse au bon moment, tu es bien rentré, peut-être que tu avais 110 000. Tu vois, je dis pas que il n'y a pas d'effet de levier en bourse. Donc c'est pour ça que tu fais pas mieux, parce bien que sûr. La bourse, finalement, elle peut peut-être, ne serait-ce qu'avec des dividendes, on pourrait peut-être faire mieux que ce qu'on vient de faire. Mais ça, pour moi, c'est la clé. C'est de comprendre que ton argent, tu l'as gagné grâce à l'effet de levier. Donc, il y a deux intervenants clés dans ton sujet. Il y a ton banquier et ton locataire. Donc, les deux, tu les chouchoutes. Ça, c'est la clé. Moi, mes locataires, c'est des kings et des queens. Je les aime. C'est mes frères et sœurs. Je les adore. Je les traite bien. Il y a un ballon d'eau chaude qui se casse. Je laisse pas une journée avec une douche froide. Et les gens, ils se rendent pas compte. Ils font, il y a beaucoup ce calcul du cash flow négatif. Tu vois, l'investisseur qui se dit, attends, moi, je vais sortir 200 euros par mois. Ça me coûte cher. Non. Tu sais quoi? Fais-toi l'exercice de penser à ce qui va se passer le mois où ce gars-là te payera pas. Où tu vas vraiment sortir 1000 balles par mois de ta poche au lieu de sortir 200 balles. Et là, tu vas te rendre compte que les 800 euros qu'il t'a donné, ils servent pas à rien. Ils ont payé une grande partie du crédit. Tu vois? Et ça, le jour donc où tu as compris que ton banquier et ton locataire, c'est eux qui ont tout changé à ta vie, tu les chouchoutes. Voilà, c'est ça les règles. Moi, comment j'ai investi autant, comment j'ai autant d'effets de levier, c'est parce que mes banquiers, j'ai compris ce qu'ils voulaient. Je joue le jeu tout le temps. Je sais qu'il faut que je leur montre que je suis efficace dans ma gestion de mes revenus, que j'augmente mes revenus régulièrement, que je suis dynamique dans mes placements, que je fais des choses, que je suis curieux, que je paye leurs assurances dont je me fous. La dernière fois, j'ai des banquiers qui m'appellent pour me dire, Alexandre, vous êtes assuré ou blablabla. Moi, j'ai même pas écouté. Je dis, combien ça coûte? C'est 22 euros par mois, mais je vous la fais à 17. Oh, c'est vraiment gentil. Allez, mettez-la moi. Je sais toujours pas ce que j'ai. Je paye 17 euros par mois juste pour que ce gars-là m'adore. Et en vrai, c'est donnant. Le gars, la banque, elle a vraiment gagné de l'argent sur ces 17 euros. Ça a vraiment valorisé son business. Et moi, j'ai une relation qui est saine. Voilà. Donc, chouchoutez vos banquiers. Chouchoutez vos banquiers et vos locataires. Voilà, très important. Écoute, on va passer aux questions du public. On va passer aux questions de la communauté d'abord. On va essayer d'aller vite pour pas y passer la nuit. Première question. On a parlé de l'immobilier physique. Il
Il y a aussi les SCPI. Ouais. C'est quoi ton avis? Est-ce que tu privilèges l'immobilier physique, mais est-ce que les SCPI, c'est quelque chose que tu regardes? Alors, la SCPI, je trouve que c'est un super placement qui vient enlever toute une partie de la galère opérationnelle, mais qui en contrepartie te fait perdre en potentiel de rendement. C'est tout. Mais là, je trouve que ça reflète bien le fait que tu as allégé ta charge quand même, tu vois, ça la reflète bien. Tu fais rien. Voilà, tu fais rien et tu gagnes quand même des rendements qui sont difficiles à battre par ailleurs. Moi, ce que je trouve vraiment très très intéressant sur l'achat en physique plutôt qu'en SCPI, c'est le fait que ton effet de levier, tu le pousses en général beaucoup plus loin. Ouais. Moi, quand je parle aux gens qui ont fait de la SCPI, même ceux qui ont fait du levier, quand ils ont emprunté 100 000 euros, c'est incroyable. Celui qui a emprunté juste 100 000 sur du locatif, tu dis que c'est un petit joueur. Tu vois, donc en fait, tu démultiplies ta force de frappe beaucoup plus rapidement parce que c'est un peu l'usage. Si demain, la SCPI, c'était un truc sur lequel tu as acheté 500 000 à crédit facilement, eh ben, peut-être que je te dirais d'aller sur de la SCPI, mais c'est pas l'usage. Tu vois, je vois que le taux de levier, tu empruntes rarement 180 000 quand tu mets 20 000 d'apport, tu vois, c'est assez rare. Donc ça, pour moi, c'est la grosse clé. Et après, faites attention aux frais. Comme on fait attention, on a créé un outil de renta réel sur Beanstalk, il fait peur, hein. Quand tu fais vraiment la renta réelle de ton actif, je te parle même pas du TRI, tu fais la renta réelle, tu vois que ton 6% qu'on t'a vendu, en fait, il est à 3,1. D'un coup, tu déchantes, mais en fait, c'est bien 3,1 dans le monde actuel. Il y a plein de choses qui diraient que c'est bien. Et surtout, quand tu regardes ton TRI, tu t'aperçois que tu es à 6, 7, 8%. Et c'est là que tu gagnes de l'argent. Mais en SCPI, tu vas peut-être faire du 3 à 4% net de tout, sans rien faire. Donc, ça peut être hyper intéressant. Juste méfiez-vous des frais, regardez-les bien. Il y en a des super des SCPI et d'autres qui sont moins bien. Ok, top. Une autre question. Tu as parlé des rénovations énergétiques. Ah ouais. C'est quoi l'impact de la crise énergétique sur et est-ce que tu penses que ça va devenir un thème qui va coûter cher aux propriétaires dans les années à venir? Est-ce que tu le vois déjà? Alors, c'est simple. Tout s'est déjà emballé. Ça y est, on est en plein dedans. Ça fait donc un an. C'est le fameux DPE en fait. Le fameux DPE, mais il est fameux depuis longtemps. Tu sais que ça fait plus de 10 ans qu'on a le DPE en France, sauf que jusqu'à maintenant tout le monde s'en foutait. Mais je pense que ça commence souvent comme ça, c'est qu'il nous faut une période de transition pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Il y a un an, loi climat, août 2021, ils ont tout changé et notamment ils ont mis des contraintes, ce qui est évident, hein, on l'a compris, si on veut régler le problème du réchauffement climatique, a priori, il va falloir qu'on se mette des contraintes, surtout dans tous les sujets qui rapportent de l'argent. Donc ils l'ont enfin fait, moi je trouve ça très positif personnellement, je sais que c'est pas un avis qui est super partagé, mais le DPE c'est probablement une des plus belles, un des plus beaux mouvements en avant en faveur du climat qu'on ait en France aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, un investisseur, il sait qu'il va devoir faire 10, 15 000 euros de travaux quand il achète un bien, juste pour isoler le bien, pour le mettre aux normes. Et ça, il a une feuille de route, quoi. C'est une victoire incroyable. Ouais. Tu te rends compte qu'avant, pour faire sortir 1 euro pour quelque chose qui faisait pas rapporter d'argent, c'était dingue, ça serait jamais passé. Là, on est vraiment sur un très très bon mouvement. Moi, je pense que le DPE c'est favorable. Donc, on a jusqu'à 2025 pour ceux qui ont des logements notés G pour les mettre aux normes. Jusqu'à 2028 pour F et jusqu'à 2034 pour E. Mais en fait, il y a une feuille de route. C'est ça que les gens voient pas forcément. C'est qu'il y a des façons de mettre aux normes. Il y a des façons qui coûtent pas forcément très très cher, qui permettent de mettre aux normes, au moins à E pour tenir jusqu'à 2034. Et nous, c'est ce qu'on garantit à nos clients d'ailleurs. Donc, tous les biens sont rénovés pour être mis à E. Et donc, quand ils pensent, le vendeur, lui, s'il a vendu un G, c'est qu'il savait pas que c'était facile à mettre aux normes. Donc, toi, tu as l'occasion de négocier grandement le prix du bien, probablement beaucoup plus que ce que vont te coûter en réel les travaux, tu le mets aux normes, et là, tu as un bien magnifique qui a pris la valeur qu'il avait perdue pour le vendeur et qui, en plus, est aux normes et respecte les conditions. Tu vas encore une fois avoir ton locataire qui est en de meilleures conditions, qui va pas geler l'hiver, qui va pas brûler l'été, et tout ça, c'est amortissable. N'oublions jamais que tous les frais fixes d'une transaction, le prix du bien, les frais d'agence, même les frais Beanstalk, les travaux, tout ce que tu peux, le frais de notaire, tout ça, c'est amortissable, c'est déductible de tes revenus locatifs. On n'en parle pas assez aujourd'hui, c'est triste parce que la clé, je vous l'ai dit, c'est la LMNP, c'est incroyable. L'amortissement, c'est fou. Et voilà, les travaux, c'est amortissable. Et donc, juste pour rebondir sur un point rapidement, comment tu fais pour baisser les coûts de rénovation? C'est quoi? Ça va être quoi là, c'est les petits secrets. Alors, j'ai envie de dire petit secret parce qu'on a beaucoup travaillé dessus chez Beanstalk. C'est pas un sujet simple. D'accord. Aujourd'hui, le DPE qu'on t'envoie, il te met une angoisse instantanée. Donc, il va te dire que ton bien est noté G et que pour le rénover, il va falloir que tu ailles négocier avec le restaurant d'en bas pour faire un ravalement. Enfin, des trucs de fou. Donc, c'est a priori,
le problème actuel, c'est que le système de l'État fait tout pour t'amener à A, B ou C. Or, c'est pas réaliste. Toi, il te suffit d'avoir un E ou un D pour être dans les clous. Donc, il y a peut-être des façons intermédiaires qui sont pas traitées par le système actuel et qu'il va falloir trouver petit à petit. Donc, c'est pour ça que nous, on a notamment internalisé cette compétence du DPE. Donc, nous, on sait regarder un DPE, on sait le refaire et tester le nouveau modèle de fenêtre, le nouveau modèle de ballon d'eau chaude, le nouveau parquet, l'isolation de 1,4 ou de 1,8 ou de 2,4 qui vont pour voir à partir de quand tu es aux normes, pour pas aller enlever des mètres carrés bêtement, pour pas dépenser de l'argent bêtement. Et ça, c'est un très gros travail. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de diagnostiqueurs qui font bien ce travail-là, mais il y en a de plus en plus qui comprennent que ils doivent pas juste envoyer le doc, sinon toi, tu es en stress, voire en dépression pour certains, et qui doivent te conseiller. Et ça, donc, c'est trouver un bon diagnostiqueur. Voilà. Ok. On va prendre les questions du chat. Donc, je commence par celle de Stanislas, qui est la plus notée apparemment. Avec les difficultés actuelles pour se faire financer par le circuit bancaire, quelles sont les alternatives pour faire du levier et avoir accès à l'immobilier locatif? Est-ce qu'il y a des alternatives déjà? Non, alors j'allais dire, il y en a, mais elles sont tellement balbutiantes, c'est tellement le tout début que moi, pour l'instant, j'ai même pas envie d'en parler. On ne sait pas ce que ça va devenir. Faut pas croire qu'aujourd'hui le crédit il est complètement bloqué. Il y a effectivement des milliards de blocages par rapport à ce que c'était avant. Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est que en 2017, quand c'était censé être très simple d'investir, eh ben j'ai eu 9 non sur 10. Et il fallait aller chercher le 10e. Voilà, j'ai été le chercher, mon oui. Donc, allez voir des banques, séduisez-les. Et si la banque, elle n'est pas séduite par votre profil aujourd'hui, montrez-lui que vous en voulez. Franchement, combien de fois je me suis retrouvé à vendre du rêve et à toujours m'assurer que je délivrais une partie de ce rêve. D'accord? Mais combien de fois j'ai fait ça avec les banques? Les banques, elles connaissaient mieux ma vie que ma mère. Elles savaient que j'allais avoir une augmentation en septembre, mais que je comptais pas m'arrêter là. Mais attention, si tu dis ça et que tu l'as pas, c'est mort. Tu dis que tu vas augmenter ton salaire à 60 et en fait, tu es à 65. Petit signal, tu as fait encore mieux que ce que tu avais dit. Considère que quand tu vois une banque, tu es en entretien d'embauche. Cette personne, tu vas la séduire comme si c'était ton boss, comme si c'était la personne qui va changer ta vie, puisque c'est le cas. Et elle va probablement, cette personne que tu as en face de toi, va probablement te rapporter beaucoup plus d'argent que ton patron. C'est ça qui est triste. Voilà. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour tu vois, vraiment se mettre le banquier dans la poche? Alors, il y a des stratégies, certains. Donc, par exemple, moi, j'entends beaucoup parler en ce moment des taux variables. Ouais. Qui sont revenus à la mode. Donc, le taux variable, il a l'avantage de partir d'un peu plus bas que le taux amortissable, le taux fixe. Et on a en revanche une fourchette, donc ça peut pas aller au-dessus de 1 ou 1,5 au-dessus. Ça peut pas descendre en dessous non plus. Donc, tu es quand même protégé, mais ça peut monter haut, faut le savoir, mais ça te permet au moins de débloquer le crédit. Si tu veux juste un oui, c'est une très bonne option. Une deuxième que j'ai vu pas mal, c'est d'enlever l'assurance quand tu es jeune. Tu as moins de 35 ans, 40 ans, tu peux enlever l'assurance emprunteur. Les gens ne savent pas ça. Ça peut être une super option parce que là, c'est souvent ça qui fait basculer. Pareil, passez pas par des courtiers. Enfin, c'est triste, mais là, tout de suite, c'est compliqué de passer par un courtier. Je pense qu'ils font un super boulot par ailleurs, mais en ce moment, c'est compliqué. Hein. Ils font que tu atteins ton taux d'usure trop vite. Ça, c'est les petits conseils. Après, il y a un autre petit conseil, mais ça, faites-le en accord avec votre banquier. On dissimule rien. D'ailleurs, on ne dissimule rien, s'il vous plaît. Vous prenez de gros risques en dissimulant, et même pour votre conscience, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on fait un truc sain. On respecte toutes les lois, on est nickel, ça c'est très important comme conseil. Un conseil qui est pas mal, c'est en accord avec votre banquier. Aujourd'hui, le banquier, il n'est pas censé vous accorder de crédit sur 25 ans si vous faites du locatif. Ou c'est censé être limité à 20 ans. Il n'est pas censé dépasser 35% d'endettement si vous faites du locatif ou de la résidence principale. Il est censé plein de choses. Sauf que le banquier, il a le droit à 20% d'exception. Ça, c'est vrai, c'est factuel. C'est factuel, c'est dans la loi. Il a le droit à 20% d'exception. Donc, faites partie de ces exceptions. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans les 20%, il n'y en a que 1 sur 20 qui vont être dédiés au primo-accédant qui fait du locatif. L'État veut pas que tu fasses ça. Mais tout le monde veut faire ça. Donc, c'est pour ça, tu tentes 100 banques, a priori, il y en a une qui va te dire oui. Hein, c'est sa statistique. Est-ce que tu as envie de tenter 100 banques? C'est compliqué. Mais d'ailleurs, nous, on a internalisé chez Beanstalk la compétence de courtage parce que nous, on les connaît, les banques qui vont te dire oui. Et on répartit le risque entre les banques. Tu vois? Voilà. On nous fait signe qu'il est 19h30, mais on va encore prendre quelques questions. Question de Romain. Faut-il encore investir dans l'immobilier en direct avec la hausse des taux et le retournement des prix qui semble s'amorcer? Est-ce encore suffisamment rentable? Alors, rentable,
comme on le disait, c'est une très bonne question de faire le lien entre la rentabilité et les taux. C'est un truc qu'on faisait plus parce que les taux étaient très bas. Effectivement, la hausse des taux va grignoter ton TRI. Donc, si tu veux une réponse simple, tu me montes ton projet, on regarde le TRI. S'il est supérieur à ce que tu peux faire par ailleurs, go. S'il est inférieur, pas go. Peu importe que le taux il soit à 1, 2, 16%. Si ton TRI il est supérieur à ce que tu peux faire par ailleurs, tu y vas. Et c'est ça la difficulté. D'ailleurs, c'est ça l'objet du simulateur de renta réel qu'on a mis sur Beanstalk, c'est de te montrer. Et d'ailleurs, sur toutes les annonces Beanstalk, on te met à la fois ton rendement locatif, qui sert à rien, rappelons-le, mais qui sert de repère aux investisseurs, parce qu'ils aiment bien. On le montre en net, mais bon, moi, j'y crois pas. Et derrière, on te montre ton RCI, le retour sur capital investi, qui est une autre façon de dire le TRI. Et c'est ça qu'il faut regarder. S'il est super, aujourd'hui, avec 2,5, tu es largement dans les clous. Par contre, peut-être que le jour où c'est à 4,5, bah, va falloir aller chercher. Mais le capitalisme est intelligent. Si les taux sont à 4,5, pour remettre le TRI à des niveaux acceptables, il va falloir que les rentabilités locatives augmentent et donc que les prix baissent. Donc c'est là que c'est en fait la difficulté, c'est de savoir qui va baisser le plus vite. Je faisais un calcul la dernière fois. Pour compenser 1,5 d'augmentation de taux, donc ce qu'on s'est pris dans la tête, il faut 15% de baisse de prix. 15%. Donc, c'est pas réaliste. On va pas perdre 15%. Les prix vont pas baisser de 15%. Donc, en fait, aujourd'hui, ça te coûte moins cher d'acheter que dans 3 mois, dans 6 mois. C'est comme ça. Et ça, malheureusement, il y a des chances que ça continue de durer. Tant que on a la chance d'avoir ce taux d'usure qui augmente très progressivement en France, ce qui est pas du tout le cas dans les autres pays du monde, a priori, il y a un temps de retard des taux par rapport à ce qui devrait être vraiment. Donc, profitez-en. Mais dites-vous que, a priori, la hausse des taux ne va pas être compensée par la baisse des prix. Et les prix ne baisseront pas assez. Donc, vaut toujours. C'est notre opinion. Hein. Alors, c'est la mienne. Moi, j'investis beaucoup en ce moment. Je paye du 2,5, du 2,6. Moi, j'aurais préféré payer 1, mais bon, finalement, j'ai payé que la moitié puisque c'est déductible de mes revenus. Et surtout, j'ai pas fait semblant de m'imaginer ce qu'allaient devenir les prix. T'en sais rien. Et si demain les taux ils sont à 5%, bah toi, en achetant à 2,5, t'as fait une affaire de ouf. Et si inversement, les taux ils rebaissent, ils passent à 1% dans 3 ans, tu renégocies ton crédit. Hein, il y a zéro stress là-dessus. Hein. Donc, dans tous les cas, ce que j'ai envie de dire très souvent aux gens qui investissent, c'est la règle numéro 1, c'est faites-le. La règle numéro 2, c'est vous mentez pas à vous-même. On n'investit pas sur une plus-value, on n'investit pas sur des théories futures. Personne ne sait rien. Moi, j'en sais rien de combien mon bien il va. Je sais même pas si. Rendez-vous compte, ça fait 8 mois là qu'on parle de bombes nucléaires sur Paris. Donc, si tu veux. Le degré de certitude qu'on a sur la vie, il a beaucoup évolué. On a pris du recul un peu tous. Bon, évidemment, je pense pas qu'il y aura de bombes nucléaires. Hein, voilà, ça réglerait beaucoup de problèmes d'immobilier. Mais bon, bref. Mais pareil, en IMO, on s'invente pas de vin. On est tous humains. On prend ce qu'on sait. Moi, je connais mon loyer, je connais mes charges, je connais mon taux aujourd'hui. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je regarde mon TRI. On rappelle qu'on mettra le lien du simulateur qui permet de calculer parce que c'est vraiment clé. Le TRI, on en parle souvent, d'ailleurs, on l'affiche sur Finari. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément un concept qui est hyper évident, mais vous allez voir qu'avec le simulateur, c'est hyper simple. Ouais. On continue. Question d'Antoine. T'en as parlé un peu. Quels sont les leviers supplémentaires qu'on peut activer lorsqu'on a déjà atteint, voire dépassé son taux d'endettement? Moi, je connais une astuce que tu m'avais racontée d'ailleurs, mais vas-y. Ouais, c'était l'histoire de l'ARP. Ah oui, alors voilà. Donc ça, c'est le truc que on va appeler ça une astuce. Mais encore une fois, tant que c'est fait en collaboration avec le banquier, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la plupart des investisseurs le font pas en collaboration. Donc, évidemment, vu que vous avez le droit d'emprunter sur 25 ans en résidence principale et 20 ans en locatif, ce que font beaucoup d'investisseurs en locatif, c'est qu'ils font croire qu'ils achètent leur RP. Pourquoi? Parce que sur 25 ans, ta mensualité elle est plus faible, donc ça impacte moins ton taux d'emprunt, donc tu peux emprunter plus. Donc ça, effectivement, il y a beaucoup de gens qui le font. Souvent, les banquiers sont d'accord, hein, mais il faut leur dire. Par contre, si tu es déjà à 35%, on va pas se mentir. Moi, je suis à 250%. Donc, moi, ça m'arrêterait pas. Moi, je tenterai toujours. J'irai voir mes banques régulièrement. Elles vont me dire, tu sais combien j'en ai eu des noms? Encore cette année, j'en ai par centaines, ça pleut les noms. Mais de temps en temps, j'ai un oui qui sort et j'ai un projet qui passe. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et il faut tenter, il faut jamais s'arrêter si vraiment tu veux le faire. Typiquement, nous dans l'équipe chez Beanstalk, on fait des miracles. Mais des gars, je me dis, mais jamais de sa vie il trouvera un crédit. Et le gars de mon équipe, il a trouvé le directeur d'une banque que je connaissais pas. Faut les trouver, des banques pas connues en France. À Nantes, dans un petit bureau pour faire financer un projet à Marseille pour un Parisien. Tu vois, ça peut exister, sauf qu'il faut la trouver la banque.
tu forces. Il faut que tu trouves comment rentrer dans les 20% d'exception. La banque, elle y a droit aux 20%. Donc, si elle pense que tu es un client qui vaut la peine de faire une exception, elle la fera. Mais montre-lui que tu vaux le coup. Ça, c'est hyper important. Si on sent que tu comprends pas ces problématiques, il y a moins de chances que tu arrives à rentrer dans son cœur. Voilà, c'est dur. Voilà. D'ailleurs, on prépare quelque chose qu'on va lancer très bientôt. En un clic, vous pourrez générer un certificat patrimonial sur lequel il y a tous vos actifs, tous vos passifs. Incroyable. Vous donnez ça à votre banquier. Je pense que tu as passé des heures à faire ces trucs-là. On va connecter Finari à Beanstalk parce que nous, on passe notre temps à essayer de trouver les infos sur les gens. Ah bah oui, c'est sûr. Donc, vous aurez ça et vous pourrez aller voir le banquier. Mais je pense que ce que dit Alex, c'est important et c'est un peu je peux dire la leçon de la vie, mais quand on veut faire quelque chose qui sort des normes, il faut accepter de se prendre des murs. Mais par contre, c'est comme une levée de fonds pour une startup. C'est comme une levée de fonds, c'est comme c'est pareil. Si vous êtes entrepreneur, vous le savez, on s'arrête pas à ça. Mais en tout cas, comme l'a dit Alex, il y a les 20% et on peut rentrer dans les 20%. Surtout qu'on en a vu plein sur la communauté qui expliquaient comment ils pitchaient leur dossier. Trop bien. Franchement, s'il faut rentrer par le tour, par la cheminée, c'est ça, exactement. Il faut que ça soit vous. On en prend encore quelques-unes. Cyril, quel est votre pourcentage de rentabilité minimum que vous fixez lorsque vous cherchez des biens? Je connais ta réponse, je pense. Quelle typologie, quel type de mise en location? Alors, tu as déjà répondu en partie à toutes ces questions, mais peut-être qu'on peut repasser dessus. Juste très rapidement, en fait, ça dépend de la ville. Donc, à Paris, par exemple, le minimum, c'est 3,5. Okay. Demain, on trouve une pépite à 3-4, elle va être achetée, donc on va le mettre, mais nous, on cherche. Dans le 19e, on n'a pas le même objectif de renta que dans le 11e, que dans le 17e. Bien sûr. Pareil, à Marseille, on vise un minimum à 4,5 en théorie, mais de temps en temps, tu as une petite pépite où tu as vu sur la mer, on peut mettre du 3,9, on sait que ça va se vendre. Au Havre, on a vendu du 3,7%. L'appart était somptueux, un immeuble normand, c'était hyper beau, on l'a vendu. Donc, il y a toujours ce côté. Nous, la clé, c'est que la promesse du bien, elle soit respectée sur 20 ans. C'est que ton Excel, il soit toujours là. C'est notre réputation qui est en jeu. C'est pas que commercial, c'est aussi éthique. C'est même juridique d'une certaine façon. Normalement, on n'a pas fait de bêtises, mais si un jour on fait une bêtise, pourquoi le client verrait pas Beanstalk comme le responsable? Moi, je te garantis un loyer, il se passe pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le garantit et qu'on le paye, si besoin. Ça nous est jamais arrivé pour l'instant. Ok, bonne nouvelle. Voilà. Théophile, la petite surface est-elle toujours intéressante en termes de rentabilité, sachant qu'elles sont généralement plus chères à l'achat au mètre carré, évidemment? Quelle serait la surface optimale pour une ville comme Paris? Ok, alors, ce qui rend les petites surfaces plus compliquées maintenant, parce que effectivement, pourquoi les petites surfaces sont plus chères au mètre carré? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'elles se louent plus cher, donc sujet du rendement, toujours le même. Mais la deuxième, c'est qu'il y a plus de liquidité puisqu'il y a plus de gens éligibles. Il y a plus de gens qui ont 200 000 euros de budget que de gens qui ont 2 millions. Donc, ça, c'est les deux raisons. La deuxième, elle va pas disparaître. Mais la première, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les loyers sont en train de s'aligner sur les surfaces à cause de l'encadrement des loyers. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui à Paris notamment, mais dans toutes les grandes villes de France bientôt. C'est que ils n'ont pas fait de distinguo entre un 12 mètres carrés, un studio de 12 mètres carrés et un studio de 28 mètres carrés. Donc, ton 28 mètres carrés d'un coup qui était pas rentable avant, il finit par avoir la même renta, voire être plus rentable parce qu'il est moins cher au mètre carré. Donc, ça, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui dans les grandes villes. Donc, tu peux ajuster un petit peu, tu peux jouer un peu avec l'encadrement des loyers, mais pas tant que ça. Donc, c'est un peu le problème. Nous, on a de plus en plus de mal à trouver des biens à Paris. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sortent en 10 minutes. On vend tous les biens à Paris en ce moment parce qu'on n'en rentre pas assez et que on a du mal à identifier. Maintenant, pour répondre à la question de la surface, pour nous, le seuil optimal dans ce qu'on voit nous, c'est entre 12 et 17 mètres carrés. C'est là que tu as le plus de tension locative, que tu as la meilleure cote-part de copro, que tu as les charges les plus faibles, la taxe foncière la plus faible, que tu as ton rendement qui est optimisé, puisque tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et c'est là que tu as le plus de chances que ton Excel y tienne. Trop bien. On va encore prendre deux questions. D'ailleurs, Alex m'a dit, il n'y a pas de limitation de temps. On va quand même le lâcher à un moment. Chris qui demande, est-ce risqué de cacher un taux d'endettement auprès des banques? On revient à la question de la confiance. Je crois que c'est 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende, quelque chose comme ça. Donc moi, et se faire blacklister au passage. Et te faire blacklister, je pense que c'est même plutôt ça le risque, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en prison. Moi, ce que je dis toujours, c'est, moi, ça m'empêcherait de dormir la nuit. Si toi, ça t'empêche pas de dormir la nuit, tu peux tenter. Je pense pas qu'il y ait eu des milliards de gens. Par contre, accroche-toi bien si demain tu as un impayé, Parce que si demain, tu as un impayé qui vérifie que tu as dit que tu étais non-fumeur et qu'on a une photo de toi où tu étais fumeur, là, l'assurance fonctionne pas, tu peux te retrouver en procès, des amendes, peut-être même de la prison.
voilà, sois sûr que tu vas payer ton crédit. Hein. Global. D'ailleurs, un crédit, ça se rembourse. Attention, on s'engage pas sur des mensualités qu'on peut pas rembourser. Mais voilà, moi, je pourrais pas vivre avec un mensonge. Je sais qu'il y en a plein qui le font. Moi, c'est vraiment pas, et c'est quelque chose qu'on déconseille fortement. Sinon, tu as un patrimoine qui cache quelque chose, qui est foncièrement pas sain. Et tu as besoin, si tu veux le développer sereinement, petit à petit, tu vas voir que tu vas commencer à lâcher des concepts. Au début, tu es attaché, je sais pas, à ce qui soit beau, au cash flow, tout ça. Petit à petit, tu vas comprendre qu'en fait, ce qui compte, c'est d'en faire le plus possible, c'est d'emprunter le plus possible. Donc, à la fin, tu es juste dans une logique de clarté avec ton banquier. Si ton banquier il découvre que tu l'as menti, tu te rends compte, il y en a qui peuvent mal réagir. Hein. Ouais. T'as pas envie de voir ça. Non, c'est dangereux. Voilà. Ouais, la dernière question que je vais prendre, c'est celle de Brian, qui est une question difficile. Les taux de rentabilité nette sur Beanstalk tournent autour de 3 à 6%. Quel est l'intérêt comparé à des SCPI? Ça, c'est du rendement locatif. Regarde à côté, Brian, toujours le RCI, donc qui est l'équivalent du TRI dans notre conversation, le retour sur les capitaux investis. Tu vas t'apercevoir qu'il est entre 6 et 10%. Et c'est celui-là qui compte. C'est celui-là qu'il faut comparer au rendement de la SCPI. À moins que tu fasses de la SCPI à levier, auquel cas, il faut que tu recalcules ton TRI, qui va être supérieur à ce que tu vois en affiché. Ça dépend de ton taux. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le TRI, parce que c'est le seul indicateur, à ma connaissance, qui permet de comparer les investissements entre eux. Exactement. Et donc, exactement, ça te permet de savoir s'il vaut mieux investir. Ton livret A, il est à 2%, bon, et ton rendement locatif, on s'en fout comparé au livret A. Par contre, ton TRI te dit précisément s'il vaut mieux mettre dans le livret A ou dans ton investissement locatif. Exactement. Voilà. D'ailleurs, on le rappelle, enfin, évidemment, la diversification, c'est un principe clé, mais je pense qu'il y a aussi un blocage, comme tu as dit, il y a beaucoup de blocages de l'immobilier. Faites-en un premier. C'est pas pour autant que vous vous engagez sur ça, et aussi faites d'autres choses à côté. Merde, moi, je suis le premier. Hein, faites de la crypto si vous aimez ça. Enfin, diversifiez votre patrimoine. Mais ce qui est sûr, c'est que le levier, c'est incroyable, comme l'a dit Alex. Soyez le meilleur ami de votre banquier et de vos locataires, parce que c'est vrai que c'est la façon la plus simple. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avait dit Julien Calamotte, qu'on avait invité il y a 1 an, je pense. Ouais. C'est quand même la façon la plus simple de s'enrichir. Et surtout, toi, tu me disais, tu gagnais 2400 € par mois. Alors, c'est déjà un salaire c'est un bon salaire, mais c'est rien par rapport à. Enfin, tu t'aurais jamais pu construire ce patrimoine juste en investissant ton cash. Que ce soit clair, hein, depuis que j'ai acheté ces apparts, ils me rapportent 1600 € par mois. Depuis que je les ai achetés, c'était il y a 6 ans maintenant. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Et en fait, les gens qui me disent ouais, mais attention parce que tu as remboursé un crédit en face, je leur dis oui, mais moi j'ai une dette qui baisse chaque mois. Moi, j'ai un investissement, j'ai un patrimoine net immobilier qui augmente de mois en mois. Et ça, c'est fou. Et une fois que tu as compris ça, avec 2400 faire 1600. Ouais, c'est génial. C'est fou. Dernière question de ma part. Quand est-ce qu'il faut vendre un LMNP? Est-ce qu'il faut le vendre à un moment? Ah, là, tu me tends une perche. C'est gentil, j'apprécie beaucoup, Mounir. Non, parce que je suis en train de bosser. J'étais en train d'en parler à Mounir. Je me suis demandé si je vous le montrais aujourd'hui, mais je suis en train de bosser très sérieusement sur un outil qui répond à cette question, parce que moi, c'est un traumatisme de vie, ça. C'est qu'il y a tellement de paramètres sur la fiscalité, hein, en fonction de comment tu investis, qui tu es, ton taux, comment tu vois le marché évoluer, quel est ton taux d'emprunt, est-ce que tu es en LMP, en LMNP, en SCI, bref. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que je ne savais pas quand tu optimisais ta plus-value et ton rendement locatif et tout et tout. Et donc, je suis en train de créer un outil pour ça. Il faut savoir qu'en règle générale, si tu as bien investi, la réponse à ta question, ça va être une période entre 5 et 12 ans. Pour la revente. Pour la revente. Si tu as bien investi. Pourquoi 5 et 12 ans? C'est fou. Il y a des milliards de critères. Là, pour l'instant, c'est empirique ce que je te dis. Ouais. C'est parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se compensent. Tu vois, si tu investis en moins de 5 ans, en général, pendant les 5 premières années, tu passes pas mal de temps à rembourser des frais. Des choses qui t'ont pas rapporté d'argent, qui sont pas de l'actif. À un moment, tu commences à devenir net de capital. Tu commences à avoir enfin quelque chose à mettre en face parce que jusqu'à 5 ans, tu es en négatif sur ton actif. Donc, ça sert à rien de comparer, de regarder combien tu as gagné parce que tu n'as rien gagné. Donc, tu commences à devenir positif au bout de 5-6 ans. Et là, il faut que tu regardes combien le capital que tu possèdes, parce que c'est ça toute la clé. C'est en année 7, je possède un bien qui vaut tant et une dette qui vaut tant. Ce montant-là, je vais le comparer à l'épargne que j'ai investie. Ce que je vous disais tout à l'heure, mon apport plus ce que je sors chaque mois. Et c'est ça le calcul qu'il faut faire. Sauf que derrière, il faut déduire la taxe sur les impôts sur la plus-value en fonction des différents régimes. Il faut déduire tous tes faux frais que tu n'as pas vu venir. Il faut déduire les impôts que tu paierais éventuellement sur ton investissement locatif. Mais souvent,
Ah ouais, d'ailleurs. Bon, ouais. Voilà. Non, mais voilà. Donc, la réponse, c'est entre 5 et 12 ans assez souvent. Mais il peut y avoir des cas où il faut attendre beaucoup plus longtemps, genre 25 ans, pour commencer à faire un bon investissement. C'est-à-dire qu'il était assez mauvais au début, mais il finit très bien parce que tu as attendu longtemps. Ça peut arriver aussi, tu vois. Il se bonifie avec le temps. Ouais. Et donc, d'ailleurs, demain, on enverra un Excel de rentabilité d'Alex. C'est pas l'Excel définitif dont il est en train de parler parce que ça, il passe ses nuits dessus. Je passe mes nuits dessus, ça fait 2 mois. Mais dès qu'il sera dispo, on vous le partagera sur la communauté pour que vous puissiez avoir ça. Sûr. De façon générale, les gens adorent avoir des simulateurs de rendement. Ah bah non, on en a fait plein. Hein. On a un très beau simulateur. Non, et je trouve que ça, c'est vraiment cool parce que vous avez fait quelque chose qui est super simple sur un site, alors qu'avant, il fallait... D'ailleurs, même moi, sur la communauté, j'avais posté mon simulateur, on me l'a demandé, et il était mal maintenu, et bref. Donc, usine à gaz, donc ça, c'est vraiment cool. Mais la réalité, c'est que si vous calculez le TRI, en fait, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est... Mais ton TRI, il évolue en fonction de quand tu revends. Bien donc, sûr. En fait, c'est ça que tu regardes, c'est quelle est l'année qui optimise ton TRI. Donc, c'est la réponse que va te fournir. Et d'ailleurs, actuellement, dans le calculateur de rentabilité réelle qu'on te propose sur Beanstalk, on te dit en quelle année il faut revendre. Hein. On te dit quelle année optimise ton TRI. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut revendre à ce moment-là. Parce que si je fais du 8% en revendant dans 5 ans et du 7% en revendant dans 8 ans, peut-être que, en fait, je suis très content d'avoir maintenu du 7%. Oui, parce que tu l'aurais jamais eu ailleurs. Voilà, je l'aurais jamais eu ailleurs. Donc, c'est ça la grande question qu'il faut se poser. Trop bien. Alex, ça fait un petit moment déjà qu'on se parle. Donc, merci pour ta passion. Avec plaisir. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions encore, vous pouvez nous les poser sur la communauté. Alex passera peut-être dessus pour répondre. Avec plaisir. On a traité beaucoup de sujets, mais évidemment, on sait que vous voulez aller encore plus dans le détail. Donc, la communauté, ce sera le lieu pour vraiment aller dans le détail si vous avez des questions encore plus précises. Surtout, sauf sur les caves et les parkings qui ne sont pas du tout ta spécialité. Je rappelle que le Finari Talk sera disponible dès demain sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Je rappelle aussi que vous pouvez bénéficier d'une réduction sur notre abonnement Finari Plus avec le code FinariTalk13. Donc, profitez-en. C'est les seules réductions qu'on fait. Je vous remercie encore d'avoir participé. Je remercie Alex d'avoir donné de sa personne et de nous avoir partagé sa passion. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un Finari Talks sur un sujet hyper important qui est dans l'air du temps, qui sera la crypto. Et on aura un invité. Alors, je ne peux pas encore vous révéler le nom parce que c'est pas encore sûr. Mais je pense que là, on est allé chercher le numéro 1 mondial de la crypto. Ah ouais. Voilà. En tout cas, le numéro 1 européen, je pense. Donc, j'ai hâte d'y être. Je vous donne rendez-vous dans un mois ou sur la communauté. Merci encore, Alex, pour ta participation. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.